Donc la suite de notre programme en attendant les retardataires, donc avec après effectivement ces interventions sur la forêt, l'adaptation de la forêt au changement climatique. Nous recevons le FCBA, Michael Lecourt, et qui va nous dresser un panorama donc, des différentes voies de valorisation du bois actuelles et à venir, j'imagine aussi. Et donc je vous laisse la parole et vous invite donc à aller à ce micro. Merci bien. Bien, bonjour à tous. Alors, on va commencer doucement le temps que les retardataires arrivent, mais pas trop doucement pour finir à l'heure. Alors j'ai enlevé mon masque, hein, sinon je vais m'étouffer, mais je tiens mon passeport vaccinal à disposition si vous voulez vérifier. Pour commencer, l'objectif de la présentation, ça va être de présenter des voies de valorisation un peu différentes de celles qu'on peut avoir traditionnellement. On a parlé de bois d'œuvre ce matin, et donc ici on va avoir des valorisations un petit peu changeantes. Donc dans la présentation, on va voir quels peuvent être les éléments d'intérêt du bois pour son exploitation. Alors on connaît bien la diversité des ressources, on a eu des exemples ce matin avec les premières présentations. On a aussi des contraintes locales avec des ressources qui ne sont pas forcément rectilignes et qui peuvent être valorisées traditionnellement sur du bois d'œuvre. Donc comment en tirer parti le mieux possible et être capable de valoriser sous forme de bois d'industrie. Et cela sera illustré au travers de différentes voies émergentes ou bien matures de valorisation de ces ressources. Et donc pour les personnes qui sont peut-être plus familiarisées avec les niveaux de maturité des innovations, donc on a le petit thermomètre à droite qui permet de montrer le Technological Readiness Level, qui permet de traduire la proximité de la technologie avec l'industrialisation. Et plus on est vers le vert, et plus on est proche de l'industrie. Et dans le rouge, on est sur quelque chose encore de très expérimental et qui n'est pas encore mis en œuvre autre part que dans les labos de recherche. Donc plus spécifiquement, on va essayer de travailler, de présenter, de parler de choses qui sont plutôt matures et dont l'industrialisation est envisageable sur du moyen ou du court terme. Donc, comme je l'ai déjà dit, on a une voie de valorisation traditionnelle du bois. Hein. Si on suit le schéma, on part de la forêt qui va capter le CO2, on va avoir une valorisation bois d'œuvre et on a d'autres moyens de venir valoriser la ressource bois au travers de produits intermédiaires qui vont être les bois de trituration, donc que ce soit du bois vierge ou du bois issu d'industries de première transformation. On peut ensuite descendre au niveau dimension à des éléments un peu plus maîtrisés en termes de dimension, qui vont être les fibres, avec lesquelles on pourra faire d'autres valorisations qu'on va découvrir par la suite. Et donc tout ceci va constituer tout le bois d'industrie et on va avoir plus sur la droite le bloc qui va constituer de la chimie, ce qu'on propose comme étant la chimie de demain, où à la place de l'oléochimie, on aurait une biochimie, une chimie basée sur le vivant et en particulier issue des ressources forestières. Donc on l'a vu, hein, la forêt française est très diverse, hein, et la forêt du pourtour méditerranéen l'est également. Donc on retrouve quelques essences issues de cultures et ça peut être un avantage. Un avantage dans le sens où on a une assez grande variabilité en termes de produits que l'on peut venir obtenir et il découle différents marchés de ces différentes opportunités dans la mesure où on peut venir orienter tel ou tel produit obtenu à partir d'une ressource bien spécifique. Les compositions chimiques en particulier, on verra par la suite, sont vraiment particulières d'une essence à l'autre et il y a des avantages que certaines ont et que d'autres n'ont pas, qui ne sont pas forcément évidentes quand on va venir regarder l'arbre et avoir une lecture traditionnelle de sa valorisation. La partie un peu plus complexe vient du fait de la gestion des approvisionnements. Ça veut dire qu'il faut être capable au moment de l'abattage de faire un tri, d'être à peu près sûr d'avoir une proportion de telle ou telle essence majoritaire afin d'être capable de flécher ensuite les axes de valorisation qui soient les plus adaptés. C'est facile quand on va avoir des plantations à une seule essence. Quand il va y avoir des plantations mixtes, ça va commencer à être un peu plus complexe à gérer, mais ça se fait. Question de motivation et derrière de valorisation et d'intérêt.
Également, un point important, on parle traditionnellement du bois et on pense toujours aux grumes et aux fûts assez rectilignes. Un point important à garder à l'esprit pour tout ce qui va suivre, c'est qu'on a d'autres types de ressources que l'on peut obtenir à partir des forêts, à partir des arbres. Alors on va avoir l'écorce qui a une composition chimique et des potentialités assez importantes pour tout ce qui va être chimie à partir de bois. Et une spécificité vraiment marquée d'une essence à l'autre. On a tout ce qui va être émanant, donc actuellement destiné au bois énergie, qui pourrait être une source de matière pour une industrie d'extraction et avant de retrouver le circuit du bois énergie. Les souches sont un enjeu assez fort. C'est une mine de matières premières que l'on peut également considérer pour avoir une voie de valorisation, alors qui nécessite une mobilisation vraiment spécifique avec un équipement particulier, mais qui peut être une source de production, une source de revenus non négligeable. Et enfin, on a des parties foliaires qui sont également à fort potentiel. Alors, on entend parler des tisanes à base de bourgeons de pin, des huiles essentielles à base de bourgeons de pin ou de sapin. Voilà, ce sont aussi des niches, des mannes qui peuvent être exploitées et valorisées de façon assez forte et avec une très bonne valeur ajoutée. Donc voilà, donc ça c'était pour vous présenter pour garder à l'esprit qu'on parle de bois, on parle de forêt. Il n'y a pas que, voilà, il faut essayer d'ouvrir le spectre des possibles et le champ des applications. Donc une présentation également un petit peu différente de la ressource forestière, où on va avoir une observation en lien avec l'échelle. Et si on part de la partie haute, où on va voir le point de vue macroscopique, donc on va retrouver les branches, on va retrouver les troncs, et on va descendre, plus on va descendre et plus on va diminuer en termes d'échelle, et on va retrouver différentes capacités de valorisation selon le niveau de dimension que l'on va considérer pour le matériel. Et donc, ça vient également contribuer à cet aspect de complexité qu'il faut également avoir à l'esprit quand on veut venir valoriser la ressource. Donc, c'est à la fois une richesse et à la fois quelque chose qu'il faut arriver à bien gérer pour être capable d'exploiter au mieux les possibilités. Alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre les différentes exploitations possibles selon les échelles un petit peu différentes de celles dont on a l'habitude et de partir du côté des particules et de descendre ensuite en termes de dimension vers les fibres, un peu plus petits les micros, nanofibriles, et ensuite les valeurs de valorisation type chimie verte, et quelques mots également sur l'énergie, où on peut valoriser différemment la ressource forestière que uniquement en faisant du bois énergie simplement pour les chaudières. Donc un premier point sur le côté particules. Donc les particules, c'est ce qu'on obtient quand on va venir broyer les flashs, quand on va venir obtenir des copeaux, des parties qui ne sont non rectilignes sur le tronc, et on va derrière produire des éléments, des copeaux qu'on va ensuite pouvoir broyer et obtenir des éléments qui vont être millimétriques. Ce sont ces particules qu'on retrouve sur les meubles que vous avez juste devant vous, qui sont revêtus parce que c'est pas très joli. On remet un papier de mélamine par-dessus, mais à l'intérieur, en dessous, c'est du bois et ce sont des particules qui ont été collées. Donc ces particules, on peut les produire à partir de n'importe quelle ressource. On peut considérer l'écorce. Donc ça veut dire que toutes les parties branches un petit peu tordues, dont on sait que faire, pourraient très bien être considérées dans cette ressource au lieu d'être imaginées uniquement orientées vers le côté bois énergie. Donc on est sur ces éléments de dimension millimétrique. Donc on a broyé le bois, pas besoin d'avoir un tronc extrêmement rectiligne, comme je disais, on peut utiliser les branches. Et on a plusieurs axes de valorisation. Bon, j'ai déjà mentionné, on peut venir considérer les panneaux de particules, alors les panneaux qu'on appelle les panneaux agglomérés d'une façon traditionnelle, mais on a d'autres voies de valorisation qui sont assez moins volumétriques, qui vont être les palettes boulées. On va retrouver également des plots, les plots de palettes qui sont faits en particules agglomérées.
Alors, voilà, bon, on n'en trouvera pas ici de palettes, mais la prochaine fois vous voyez une palette, il y a des plots en massif et des plots en particules qui sont agglomérés. Et c'est une industrie qui est en fort développement et qui est il y a 2 nouvelles lignes qui sont en train de se construire en France. Et les volumes ne font qu'augmenter, les besoins ne font qu'augmenter. Et c'est une spécificité de cette industrie de l'emballage où on peut derrière faire des palettes moulées, mais également avoir des dimensions plus petites avec les plots agglomérés. Donc les panneaux de particules, j'en ai parlé. Et donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est sur l'industrie du composite. Alors on va parler du bois composite quand on va parler de panneaux à base de bois quand on va avoir une proportion de bois qui va être supérieure à 60%. Et dès qu'on va avoir une partie résine qui est vraiment très importante, on va dépasser les 50%, on va être sur des panneaux plus composites qui vont servir pour faire les lames de terrasse par exemple. Voilà, nous, à FCBA, on travaille sur cette technologie des panneaux à base de bois en essayant de venir positionner des résines qui soient des résines vertes, idéalement qui soient issues du bois. On verra ensuite à partir de quel type de ressources. Mais voilà, ce qu'on cherche, c'est avoir des résines qui soient finalement biosourcées et issues de l'industrie forestière. Donc ça fait partie des inconvénients, bien sûr, de cette industrie du panneau ou de l'aggloméré. C'est qu'on a une partie bois, on a une partie issue de l'oléochimie. C'est un côté, niveau impact environnemental, c'est assez problématique. Les performances également sont conditionnées par cette résine. Donc ça veut dire que c'est un inconvénient parce que finalement on ne tire pas bénéfice de la partie bois en tant que telle. Par contre, c'est un avantage, ça veut dire qu'on est plus limité en termes d'essence, on est relativement peu limité en termes de dimension. Donc ça ouvre un spectre des possibles assez important où on n'a plus besoin de faire un tri essence par essence. On peut venir récupérer des déchets de production de scierie ou des coproduits de production de scierie sans venir faire forcément attention au type de grumes qui ont été sciées précédemment. Au niveau des avantages, on a plutôt une forte flexibilité au niveau des procédés. On peut s'adapter à la ressource. On a des dimensions qui sont suffisamment petites pour ne pas avoir besoin d'avoir des grumes ou des dimensions minimales en termes de fûts. Voilà, le sourcing, j'en ai parlé. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut faire des fractionnements mécaniques de la matière. C'est des choses qui sont relativement simples et faciles à mettre en œuvre. L'autre aspect dont je voulais vous parler, c'était la valorisation sous forme de fibres. Donc les fibres sont différentes des particules dans la mesure où on veut avoir un facteur de forme, c'est-à-dire des éléments qui soient plus longs que larges et qui vont avoir une fonctionnalité différente grâce à cette dimension. Donc on est sur des produits qui sont globalement un petit peu plus techniques et un des gros enjeux va être la méthode d'extraction des fibres. Comment est-ce qu'on va faire pour obtenir ces fibres à partir de la ressource bois? Donc on va partir de copeaux, de la même façon que pour les particules, on a pris les copeaux, on les a broyés simplement. Ici on va prendre des copeaux et on va appliquer des traitements chimiques, mécaniques ou basés sur des biotechnologies pour pouvoir dégrader la matrice bois et venir extraire toutes les fibres qui vont être intéressantes. Alors, on a parlé ce matin de Fibre Excellence à Tarascon. La technologie qui est utilisée, ça va être l'industrie papetière, l'industrie craft. Donc, on va être sur de la chimie où l'objectif va être de dissoudre une partie de la matière qui est non cellulosique, qui va permettre derrière de séparer les fibres les unes des autres. Voilà, donc là, il y a un usage alors l'usage de solvants et à prendre avec des pincettes, c'est un usage de produits chimiques. Alors dans le cas de la ressource craft, c'est la soude et du sulfite. Voilà, on peut également le faire avec des solvants, avec un inconvénient, c'est que derrière il y a besoin de retraiter les solvants, qui est un enjeu assez fort. On a également toute l'industrie mécanique. Où là, ça va être une extraction basée sur un broyage sélectif. Alors sélectif dans le sens où on va venir privilégier donc ce facteur de forme. Il va falloir avoir idéalement un traitement thermique, mais on peut le faire sans traitement thermique, et récupérer des fibres qui vont ensuite permettre d'être combinées et réassemblées. On va le voir juste après pour le côté applicatif. Et le dernier point, c'est les biotechnologies. Donc ça, c'est des choses assez innovantes où on va venir utiliser les champignons, les enzymes qui vont sécréter pour venir dégrader une partie de la matrice et faciliter ensuite la séparation des fibres. Alors dans certains cas, si on a le temps, les biotechnologies peuvent être autosuffisantes.
Dans le meilleur des cas, quand on est sur l'industrie de plus forte consommation et de plus gros volume, on va venir appliquer des biotechnologies et ensuite choisir de faire une extraction chimique ou une extraction mécanique pour pouvoir obtenir des fibres aux dimensions qui nous intéressent et avec les propriétés de surface qui vont bien. Et ensuite, donc à partir de ces fibres, on a toute une multitude d'usages qu'on peut avoir à l'esprit. Donc l'industrie papetière, j'en ai parlé, donc Fibre Excellence, il en reste quelques-unes encore en France. On a tout ce qui va être renfort pour les composites. Et également, on va partir sur également tout ce qui est l'isolation, tout ce qui est panneaux plats à grande dimension. Donc vont être les isolants ou les panneaux type MDF. Alors quelques mots sur les différents usages du papier. Alors le papier traditionnel est en train donc il est en perte de vitesse. Hein. Par contre, il y a un fort engouement pour tout ce qui est carton, emballage, avec la livraison à domicile. Et il y a d'autres types d'applications de niche en cours de développement qui vont être autour des papiers spéciaux où on va donner vraiment une fonctionnalité particulière à nos fibres papetières pour derrière avoir des fonctionnalités différentes au niveau du papier. Alors il y a des choses qui sont faites au niveau des batteries, donc des séparateurs pour les batteries à partir de papier. On peut avoir tout ce qui va être en lien avec les meubles et donc j'en parlais, les feuilles mélaminées qui revêtent les panneaux de particules qui sont devant vous, voilà, avec des possibilités derrière de venir implémenter des technologies de RFID ou de rechargement de téléphone assez innovantes. Donc c'est des marchés qui sont en cours d'évolution où il y a des besoins qui sont en train d'être identifiés et on essaie derrière de venir coller et proposer des innovations sur ces marchés traditionnels. Donc l'autre utilisation des fibres, ça va être de fabriquer des panneaux. Alors on connaît bien les panneaux type MDF, donc Medium Density Fiberboard, où on va venir, de même façon qu'on a sur les panneaux de particules, on va venir prendre les fibres, mélanger avec un adhésif et avec sous l'effet de la pression et de la température, on va obtenir quelque chose de cohésif et des panneaux d'assez grande dimension qu'on va pouvoir utiliser à la fois pour l'ameublement, mais également des choses pour l'emballage et également d'industrie de construction au travers des panneaux isolants. Donc ce sont des panneaux qui ont des densités plus faibles, mais qui ont d'assez fortes capacités isolantes et qui ont des capacités isolantes et qui ont des fonctionnalités différentes des isolants traditionnels, donc type laine de verre, laine de roche, avec toute une possibilité de déphasage thermique qui sont importants actuellement dans le cadre du réchauffement climatique qui n'impactent pas que les essences forestières. Donc on est sur des industries en cours de développement. Il y a une très grosse pression actuellement sur toute l'industrie de la construction et ce type d'application des fibres est subit une pression assez importante. Donc la mobilisation de nouvelles ressources forestières est quelque chose d'actuel. On a ici aussi des besoins d'adhésifs, donc on est également sur des besoins de production des produits mixtes, finalement à la fois biosourcés, à la fois basés sur de l'oléochimie. Donc l'enjeu, ça va être de venir de modifier ces systèmes adhésifs et de créer quelque chose, de mettre au point quelque chose qui va être biosourcé. On a des performances, des procédés qui vont varier selon les sites, selon les méthodes. L'enjeu également va être en lien avec tout ce qui est consommation énergétique pour produire ces fibres. Il faut avoir les équipements dédiés et avoir finalement une capacité de consommation électrique un petit peu supérieure à ce qu'on peut avoir traditionnellement dans les usines d'industrie du bois. Et il y a un gros enjeu au niveau des approvisionnements, donc il y a une diversification au niveau des ressources. On était sur des ressources essentiellement résineux, essentiellement épicéas, sapins, et c'est en train, ou pain maritime, et c'est en train d'évoluer pour que les process soient capables d'absorber d'autres types d'essences et notamment les essences peu mobilisées actuellement. Par contre, le gros enjeu, c'est au niveau de la recyclabilité de ces produits. C'est extrêmement compliqué de venir recycler des panneaux type MDF et donc il y a toute une filière qui est en train de se créer et de très réfléchie pour être capable de venir donner une seconde vie à ces produits.
Donc voilà, donc il y a des outils de caractérisation qui vont bien. Donc ça, ce sont des technologies qui sont encore en évolution. Il y a 20 ans, c'était anecdotique. Et maintenant, ce sont des produits qu'on retrouve jusqu'en grande surface de bricolage. Donc c'est des choses qui sont venues, qui sont bien démocratisées depuis quelques temps. Et les tendances actuelles font que les capacités vont avoir plutôt tendance à augmenter qu'à diminuer dans les prochaines années. Donc voilà, donc je vais passer sur cette diapo pour aller plus sur le côté éléments de cellulose plus petits, donc micro-nanocellulose. Donc là, bon, normalement c'était pas noir. Mais bon. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. On continue au niveau de la diminution d'échelle. On est parti des particules, on a les fibres, et maintenant on a encore l'élément en dessous. Donc ce sont des éléments qui vont être millimétriques, micrométriques. Et on va venir réduire finalement cette fibre à sa plus simple expression et venir débobiner les nœuds que sont les fibres de cellulose. Donc on a différentes techniques. Donc vous avez ici présenté les process mécaniques. On va venir appliquer des forces de compression, des forces de cisaillement pour venir libérer ces fibrilles. Alors l'intérêt, il est présenté ici. Alors à gauche, vous avez un tableau qui présente les potentialités de résistance mécanique des nanocelluloses. Et donc, si on regarde les chiffres, donc vous avez différentes propriétés mécaniques. Voilà, on voit qu'il y a un facteur 10 avec la plupart, ou un facteur 50, avec un facteur 5, pardon, avec la plupart des autres propriétés qui sont issues de l'industrie pétrochimique. Donc ça met en avant le fait qu'à partir de produits du bois, à partir d'une technologie biosourcée, on est capable d'être compétitif avec ce qui se fait dans l'industrie du pétrole. Et donc à droite, vous devriez voir en théorie une augmentation des performances d'un film de polymère issu de l'industrie pétrochimique qui augmente avec l'incorporation de microcellulose issues du bois. Donc voilà, donc c'est pour montrer que finalement, à partir du bois, on peut arriver à des composites qui sont extrêmement techniques, extrêmement performants, après quelques transformations qui sont nécessaires pour montrer toutes les potentialités de ces matières. Mais on arrive à des produits qui sont extrêmement techniques. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était le côté chimie, les chimies à partir du bois. Alors on parle beaucoup de chimie verte, de chimie biosourcée. Alors ce sont des termes très très génériques. C'est pour ça que voilà, j'ai vraiment spécifié chimie à partir du bois. Et alors idéalement, c'est la chimie verte à partir du bois où on utilise des solvants, on n'utilise pas de solvants organiques. Voilà pour le côté définition. Donc il y a une motivation très très forte actuellement autour de ce sujet, où on veut que la sylviculture finalement prenne le relais de tout ce qui va être oléochimie. Et il est dit qu'on est capable de produire à partir du bois toutes les molécules qui sont obtenues à partir du pétrole. Ce qui n'est pas délirant quand on pense que le pétrole est issu issu du bois, mais voilà, il est possible de le faire à partir de ressources qui sont actuelles. Voilà, donc il y a d'autres motivations autour du bois, c'est qu'on a une ressource qui est relativement abondante, donc certes plus ou moins difficile à mobiliser, mais on a une ressource, on a eu les chiffres ce matin. Alors les prix sont relativement stables, alors relativement, certes ça augmente actuellement, mais le cours varie moins que ne varie le cours du pétrole. Donc c'est des choses sur lesquelles on arrive encore à avoir un petit peu d'anticipation. Et on a sur une composition chimique qui est majoritairement carbonée. Donc c'est le type de chimie qui nous intéresse pour venir être compétitif avec l'industrie du pétrole. Et donc on a 4 grands axes de valorisation quand on va venir parler de chimie à partir du bois. On va parler des celluloses. Alors il y a les celluloses sous forme de fibres, on en a parlé juste avant, mais la cellulose aussi en tant que composé chimique. Et on verra qu'on en a dans les produits du quotidien. On a les hémicelluloses, qui sont aussi un constituant du bois. Donc on a 40% de cellulose, on va avoir 20% d'hémicellulose, 20% de lignine, et vous calculerez le complément, une dizaine de pourcents au niveau des composés non structurels, qu'on appelle traditionnellement les composés extractibles. Voilà. Pareil, c'est une définition assez générique. Là, ce sont des composés non structurels par opposition à la cellulose, la hémicellulose et la lignine qui, eux, participent à la cohésion du bois et qui font en sorte que l'arbre, finalement, tient debout, là où les composés non structurels vont, eux, permettre de protéger le bois en cas d'agression biologique, notamment.
Donc si on reprend ces différents axes, donc la cellulose, on nous retrouve sur une matière qui est extrêmement abondante et disponible, et qui a un gros avantage, c'est qu'elle est indépendante des essences dont elle est extraite. Alors il va y avoir certes des différences en termes de longueur de chaîne, mais en termes de composition chimique, on va être sur quelque chose qui va être identique, qu'on va considérer un feuillu, un résineux, et à l'intérieur des feuillus, à l'intérieur des résineux, à l'intérieur de l'arbre, on aura toujours la même composition chimique. Donc c'est un gros avantage pour ce matériau. Donc, on en a quelque chose de relativement uniforme. Et c'est quelque chose qu'on extrait dans ce qu'on appelle des bioraffineries. Alors traditionnellement, les usines, ce ne sont pas des usines de pâte Kraft, ce sont des usines de type bisulfite qui sont capables de venir faire des celluloses qui sont relativement pures. Et donc on a différents usages pour ces celluloses. Alors vous avez un exemple ici de produits du quotidien. Alors c'est d'autant plus du quotidien qu'on en mange régulièrement. Alors tout ce qui est en E460 sont des produits qui sont dérivés de la cellulose. Alors on a l'E460, ça va être une cellulose classique. Et puis ensuite, selon le type de modifications chimiques, qui sont plus ou moins complexes, on va venir se retrouver avec des méthylcelluloses, des éthylcelluloses, et on retrouve les E461, 462, qui sont autant d'additifs alimentaires qu'on peut avoir dans les différents produits que l'on consomme. Et ensuite, on a d'autres produits qui sont extrêmement techniques. Alors, voilà, on a d'autres dans les acétates de cellulose notamment. On peut également citer la nitrocellulose qui est utilisée pour tout ce qui va être industrie de la propulsion et de l'armement. Donc voilà, donc on arrive à des produits qui soient à base de bois finalement et qui sont relativement éloignés. La nitrocellulose, c'est aussi ce qui sert à améliorer le rendement d'explosion du pétrole ou de l'essence qu'on utilise dans les voitures. Donc voilà, donc c'est pour dire qu'il y a pas mal d'applications qu'on peut imaginer pour cette cellulose issue du bois. L'autre point que je voulais aborder, ce sont les hémicelluloses. Donc c'est un cousin pauvre parce que c'est des composés qui sont jusqu'à présent soit brûlés par les industries, dans les industries Kraft, soit qui sont reprécipités à la surface des fibres papetières, mais on n'a pas d'industrie vraiment spécifique qui va venir valoriser ce composé chimique qui pourtant a un assez gros potentiel. Qui a un inconvénient ou une spécificité ou un avantage, c'est que selon le type d'essence, on va avoir des différences, on va avoir des particularités. Donc on n'est plus sur la cellulose qui va être indépendante de l'origine géographique ou du type d'arbre. Ici, on va être sur quelque chose d'un peu plus spécifique. Donc il y a un peu plus de travail de tri, de sélection, et au niveau des procédés, un besoin d'être un peu plus sélectif au niveau des extractions. N'empêche que voilà, on est sur des produits qui sont vraiment particuliers, spécifiques, et pour lesquels on a des grosses valeurs ajoutées en termes de produits. Alors on a, voilà, je ne vais pas faire le tour des différents produits, mais ce sont des matériaux qui sont en cours d'amélioration, en cours de mise au point, et dont on cherche à utiliser le meilleur potentiel. Je vais juste citer, on travaille actuellement avec mes collègues sur les applications tensioactifs. Ce sont des industries qui sont très lourdes actuellement, assez polluantes, et on est capable de venir faire les mêmes produits à partir des hémicelluloses issues du bois. Donc il y a un problème de rentabilité des deux process, mais technologiquement, on est capable de venir être compétitif avec l'industrie pétrochimique et l'industrie fine. Et donc un autre point, c'est la lignine. Donc ça, peut-être vous en avez entendu parler. Donc il y a un gros engouement aussi depuis quelques années, depuis 5-10 ans, autour de la lignine. Alors on l'a appelé l'or noir de la chimie verte. Il y a des volumes qui sont conséquents. Alors est-ce qu'ils sont disponibles? Ça, c'est un autre problème à voir avec l'industrie Kraft qui va venir produire les liqueurs noires et la lignine, la lignine ensuite. Mais voilà, c'est un coproduit de l'extraction de la cellulose ou bien des sucs fermentescibles. Alors par sucre fermentescible, on entend tout ce qui est bioéthanol. Et donc actuellement, l'obtention de cellulose et puis d'éthanol biosourcé. Donc on a la voie à partir des plantes annuelles, mais il y a également des voies qui viennent considérer les ressources forestières. Et la lignine est un coproduit de ces extractions, pour lequel actuellement il n'y a pas de valorisation. Donc ici, on va venir identifier la lignine comme étant un potentiel ressource de matière première et qu'on va venir transformer, modifier pour différents marchés.
Donc le marché qui est actuellement assez fort va être l'industrie du bitume. Donc voilà, donc c'est utilisé pour venir coller les grains de bitume les uns aux autres sur les enrobages de route. Il y a également d'autres produits et notamment tout ce qui est adhésif pour le bois. Donc vu qu'on a des gros volumes, on a une possibilité de chimie compatible avec la chimie des adhésifs. Donc c'est une application qu'on cherche à faire, c'est de venir fabriquer des adhésifs pour le bois à partir de la lignine extraite du bois. Également, hein, vous avez ici des exemples de produits qu'on peut faire à partir de la lignine. Donc j'ai parlé des adhésifs. On travaille également pour tout ce qui est les fibres de carbone, donc produire des fibres de carbone à partir de lignine. Donc on est sur un produit à très forte valeur ajoutée et extrêmement technique. Et donc c'est des choses qui sont faites avec, donc voilà, avec l'industrie aérospatiale. On a d'autres axes, et notamment un qui marche assez bien, c'est tout ce qui est impression 3D, donc fabrication additive, à partir de la lignine, et donc avoir des fils de lignine qui peuvent être fondus et ensuite fabriquer des formes 3D par impression. Et une autre technologie, c'est de venir dans les mousses polyuréthane, venir substituer une partie des composés qui rentrent dans la composition de ces matériaux et venir intégrer de la lignine à l'intérieur de ces mousses essentiellement pétrosourcées. Donc on a clairement différentes voies de valorisation de la lignine selon le type de modification, selon le type de process que l'on va mettre en œuvre. Et au final, donc la partie donc composée extractible, composée non structurelle, où on va venir extraire de la matrice bois sans forcément la dégrader, c'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir une extraction à partir des copeaux sans avoir de dégradation de la matrice et obtenir différents extraits, donc différents composés dont les potentialités chimiques sont assez fortes. Alors on va avoir tout un marché des huiles essentielles, par exemple. On va avoir un marché des antioxydants, des compléments alimentaires. Donc ce sont des produits qui sont à très forte valeur ajoutée, dont l'industrie agroalimentaire est demandeuse. Et il y a pas mal de points qui sont actuellement recherchés pour être capable de produire et d'extraire à façon et d'identifier le potentiel de chacune des essences qui sont disponibles actuellement sur le sol français et même plus largement au travers des essences mondiales. Et donc c'est l'occasion de vous présenter des choses qui ont été faites sur des essences locales. Donc du pain noir et du pain sylvestre, sur lesquels on a finalement refait une cartographie des compositions sur la base de ce que je vous ai présenté juste avant. Et donc on est parti, donc tout a été ramené à 1 tonne et on a fait la distinction entre la partie écorce et la partie bois. Donc vous avez une notion de taux d'écorce. Et ensuite on est allé explorer quelles étaient les compositions chimiques de chacune de ces parties, et donc en regardant, je vous en ai parlé, la cellulose, les hémicelluloses, les lignines, et être capable ensuite de dire à partir de ma ressource, que ce soit l'écorce, au lieu de la brûler, je fais une extraction et je suis capable derrière, à partir de 1 tonne de pain noir, de venir produire 54 kg d'écorce et d'obtenir 8,4 kg d'extrait à l'eau, donc de composés non structurels, et ensuite comment derrière venir caractériser et valoriser ces extraits. Donc ça donne une idée des rendements ou des capacités de production de telle ou telle essence. Et donc voilà, je ne détaille pas plus que ça, mais ça vous montre aussi qu'il y a des potentiels différents selon les essences. Et donc sur le pain noir, la même chose a été faite sur le pain d'Alep par des collègues de Nancy. Voilà, il y a moyen d'être assez précis sur les compositions et derrière d'identifier des axes de valorisation les plus pertinents selon les potentiels de chacune des essences. Et donc typiquement, si on reprend les constituants des composés que l'on vient de voir, sur le pain sylvestre par exemple, on voit qu'il est bien différenciant sur les hémicelluloses et notamment sur les xylanes. Et on voit qu'on est capable d'extraire pratiquement 100 kg à partir d'une tonne de tronc.
Donc au final, ça veut dire qu'on peut avoir une nouvelle voie de valorisation de ce pain. Sur le pain noir, par contre, on va avoir un taux d'extrait qui va être plus important, et notamment sur le bois. Et là, ça veut dire qu'il y a une potentialité de production non négligeable à partir du pain noir, et en gardant en plus la possibilité de venir valoriser la matrice bois sous forme de fibres, sous forme de particules, comme j'ai pu le présenter juste avant. Et donc on voit qu'il y a des valorisations qui sont vraiment variables selon les essences. Et donc on peut tirer parti de ces spécificités et derrière être capable de tirer du lot certaines des essences qui ne sont actuellement pas ou peu valorisées. Et donc voilà, donc on a vu, donc typiquement sur le pain sylvestre, on va être sur une côté dégradation et extraction de la matrice et obtenir derrière des hémicelluloses qu'on va pouvoir ensuite proposer à l'industrie de la chimie fine. Sur les pains noirs, on va être sur une extraction simple. Et là, on va pouvoir avoir une modification assez limitée des composés et une valorisation directe en termes et monétaire assez rapide. Un autre exemple de type d'industrie, d'utilisation du bois industrie, ça va être tout ce qui est donc les bioraffineries, j'en ai parlé, où là on va avoir une valorisation successive des différentes matières présentes dans le bois. Donc on va partir de copeaux. Sur les copeaux, on va venir faire une extraction qui va permettre d'obtenir des produits extraits, qui va donc décomposer des produits non structurels, également certaines hémicelluloses, et puis on va partir sur des cuissons qui vont permettre d'obtenir de la cellulose, typiquement ce que fait Fibre Excellence actuellement, mais qu'on peut venir améliorer, optimiser pour générer plus de flux, plus de produits à partir de la ressource bois. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre en avant en disant qu'à partir du bois, on peut produire des planches, on peut produire de la cellulose, mais on peut produire autre chose, de la lignine assez simplement, des produits extractibles de façon encore plus simple. Les technologies ne sont vraiment pas compliquées pour cette application-là. Voilà, donc il y a déjà des industries qui existent. Une usine en France, dans le sud-ouest, qui applique cette technologie-là, et ensuite les autres industries sont plus dans les pays nordiques, et on a une valorisation en cascade de la ressource bois, ou la ressource forestière plus large. Et je termine rapidement par les valorisations bioénergétiques. On a tout ce qui va être utilisé, le bois, comme étant une source de calories et derrière être capable d'entraîner des turbines. Il y a d'autres types de modifications qui peuvent être faites selon, on peut produire du charbon, on va pouvoir, selon les taux d'oxygène, venir modifier les compositions de ces charbons et avoir de la gazéification, de la pyrolyse, et qui vont permettre derrière de donner de nouvelles fonctionnalités aux produits bois et d'ouvrir donc à de nouvelles industries que celles qu'on peut avoir de façon traditionnelle. Donc voilà, il faut maîtriser la dégradation thermique du bois dans ce cas-là. Donc en termes de conclusion, donc ce que j'espère vous retiendrez, c'est qu'on a une valorisation du bois, de l'arbre, des coproduits issus de la production de matières lignocellulosiques. Actuellement, il y a un gros besoin de matière, et d'autant plus que l'impact carbone devient un paramètre important dans tout ce qui est matériaux. Et une solution de faire baisser cet impact carbone, c'est de remplacer une partie de l'industrie, de tout ce qui est issu de l'industrie oléochimique, par de l'industrie issue du bois. Donc il y a des étiquetages qui sont mis en place, et donc pas mal d'industries se tournent à présent vers le bois parce que la matière, je vais te donner des avantages au début, qui étaient renouvelables, le biosourcé est déjà mobilisé, présente des gros avantages. On a des possibilités de valorisation à différentes échelles de taille, des valorisations pour différents types de molécules extraites du bois. Et on peut tirer parti donc, de cette ressource, des avantages pour certaines essences par rapport à d'autres, ou bien pour d'autres produits, venir faire un mix d'essences puisqu'il n'y a pas d'impact de cette matière-là. Donc c'est vraiment une question de stratégie et de partenariat, et d'autant plus facile que on associe les end-users, la fin de la chaîne de valeur, pour venir définir son cahier des charges et être capable ensuite de remonter et de leur proposer des solutions. Et voilà. Et donc mieux on connaîtra les ressources, mieux on connaîtra les potentialités, et donc plus on sera capable de venir proposer des choses adaptées aux attentes de telle ou telle industrie. Voilà, merci pour votre attention.
Merci beaucoup et d'avoir réalisé ce panorama en un temps record, puisqu'on voit quand même qu'il y a une grande diversité effectivement des usages. Et merci d'avoir rappelé effectivement cette étude sur le pin noir et le pin sylvestre. Et on voit effectivement que notre ressource locale a des potentialités effectivement sur ces nouveaux usages du bois. Je peux peut-être prendre une petite question le temps que nos intervenants s'installent à la tribune. Oui, Olivier. Oui, excusez-moi, je vous prends dans votre dos. Alors, peut-être deux petites questions. Quand vous avez parlé des adhésifs, ça comprend aussi les cols structurels, par exemple pour le lamellé-collé. Est-ce qu'on peut affirmer, un jour on fera du lamellé-collé de pin d'Alep avec des cols vraiment issus de la chimie du bois? Alors c'est une possibilité. C'est pas le pouvoir adhésif actuellement on l'obtient en pressant à forte température, donc c'est un collage à chaud et pas un collage à froid comme on peut l'avoir sur le lamellé-collé. Chimiquement, il n'y a rien et tout est possible. C'est tout à fait possible. Chimiquement, il n'y a aucun problème. Parce que de toute façon, même avec les cols conventionnels, pour le pain d'Alep, on est obligé de presser à une certaine température. Oui, alors là, je vous parle de température, on monte à 200 degrés, voilà, c'est des températures relativement élevées. Okay. Après, c'est une question de temps, hein. On chauffe pour aller plus vite. Voilà, lamellé-collé, ça, voilà, si on trouve des industriels ou qui sont prêts à presser un peu plus longtemps, il y a des possibilités. D'accord. Mais voilà, je répète, hein, chimiquement, c'est possible. Ma deuxième question, c'est, vous nous avez beaucoup parlé des pins, sur la fin de votre intervention, là, pin noir, pin sylvestre, voilà. Qu'est-ce qu'il en est du chêne vert, par exemple, hein, qui est une autre essence Alors, le chêne vert, alors j'ai parlé du pin parce que on est sur, voilà, j'ai illustré le propos par une étude qui a été menée avec la région. Sur le chêne, alors nous on n'a pas travaillé spécifiquement sur le chêne, mais toute l'industrie de la méranderie, donc les tonneliers, donc tout ce qui vont venir faire les douelles pour les tonneaux, travaillent sur la thématique. Si vous regardez, il y a toute une ligne de cosmétiques qui est apparue assez récemment, basée sur des produits issus du chêne. Donc il y a un très très fort potentiel et donc juste pour vous citer, il y a une famille de molécules qu'on extrait qui sont les flavonoïdes et dans cette famille-là il y a la quercétine. La quercétine issue du quercus, donc voilà, donc on voit que le chêne a un très très bon potentiel. Voilà, la complexité vient du fait qu'il faut l'étudier et mettre des fonds qu'il faut pour être capable derrière de le caractériser et de trouver les bonnes technologies, les bonnes applications d'une part. Et ensuite, une fois qu'on a l'application, le plus gros du chemin est fait. La technologie suit, on est capable de moduler nos process pour venir extraire ce qui nous intéresse. Merci. Je vous en prie. J'ai une dernière question ici. Oui, bonjour, Richard Ardouin, président de France Nature en Bouches-du-Rhône. Je vois émerger de nombreux projets largement subventionnés, donc que ce soit notamment sur l'hydrogène ou d'autres choses. Et on a quand même une crise avec le pétrole. Et donc je suis heureux d'apprendre que le bois peut répondre à beaucoup d'usages. Bon, évidemment, on peut se dire que le pétrole a été issu du bois, tout simplement. Et donc la question que je me posais devant tous les secteurs d'avancée, de développement que vous avez évoqués, est-ce qu'aujourd'hui les pouvoirs publics, et notamment la région, puisqu'on est dans une instance régionale, sont à même d'apporter un accompagnement significatif sur tout ce que vous avez avancé. Et je pense notamment, il y a un projet de développement de villages autour du bois vers Gardanne. Je me demandais si on met vraiment, les institutions mettent tous les moyens possibles pour avancer sur le développement des filières que vous avez évoquées. C'est à moi que vous posez la question, du coup. Pour la région, j'aurais du mal à répondre. Je vous l'ai dit ce matin, effectivement, on est en train de définir toutes les stratégies possibles pour la filière bois
Et dans ce cadre-là, toutes les initiatives et toute l'innovation, puisque le plan climat voulu par le président de région s'inscrit dans l'innovation, et la page que nous allons écrire et le fait de nous rencontrer aujourd'hui, je l'ai bien dit aussi, dans le cadre d'un partenariat dynamique et volontaire, on est aussi là pour écouter, pour regarder les innovations sur l'ensemble de la région. Et je peux vous dire que à la fois le président de région et les élus de notre majorité régionale souhaitent effectivement apporter des réponses concrètes et un soutien réel. Donc on affine nos stratégies qui sont nos politiques publiques qui s'adaptent en fonction des réalités, en fonction des projets. Mais sachez qu'on est très attentif à tout ce qui se passe et qu'on a un accompagnement fort de nos services et des élus pour effectivement qu'il y ait du concret sur les territoires. C'est aussi notre volonté, on la partage. Et merci. En tout cas, la transition est toute trouvée puisqu'effectivement, je confirme l'accompagnement, hein, notamment effectivement sur le pôle d'excellence bois, puisque notamment Fibois Sud est accompagné pour accompagner les porteurs de projets sur ce territoire, donc sur les innovations et les nouveaux usages du bois. Et donc ça tombe très bien puisque nous avons voilà, un parterre d'experts effectivement, donc d'accompagnement ou de financeurs liés à l'innovation et qui vont nous présenter justement les dispositifs à destination des entreprises et des porteurs de projets de la filière bois qui justement souhaiteraient innover, qui ont des projets de développement, de modernisation. Et en ce moment, il y a effectivement une dynamique assez forte sur la région et pas mal de projets qui sortent. Ah, bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Je me présente Guillaume de Brabander, conseiller développement économique chez Fibois Sud. Donc nous allons poursuivre sans attendre sur l'accompagnement et le financement des projets innovants et des projets de développement aussi. Comme vous le savez, hein, pour se développer et innover, il faut des idées, des hommes, des femmes, du bois et aussi des financements. Donc nous accueillons Rising Sud, la CCI, BPI France, Forinvest, Réseau Entreprendre, ADEME et Fibois Sud. Bien sûr, nous conclurons cette animation. Je vous remercie. Nous allons démarrer donc par Rising Sud, représenté par Nathalie Jardinier et Thomas Hussa de l'UIMM Industrie Méditerranée. Je vous remercie. Excusez-moi, on va démarrer par l'ADEME. Merci Guillaume pour l'introduction. Donc Rémi Durieux de la direction régionale PACA de l'ADEME. Donc l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Je voulais simplement commencer par rappeler le périmètre d'intervention de l'ADEME sur la filière bois et forêt. Donc slide suivante, voilà, merci Guillaume. L'ADEME intervient tout d'abord sur l'amélioration des connaissances sur les ressources disponibles et le développement des usages du bois, également sur l'augmentation durable de la récolte de bois pour les filières énergie et des matériaux. Un troisième volet sur une meilleure intégration dans les stratégies de gestion forestière des enjeux environnementaux. Quatrième volet donc sur l'accompagnement et la recherche en gestion des forêts et l'innovation des filières bois. C'est là-dessus que je vais préciser mon propos juste après. Et un dernier volet sur l'accompagnement et le développement de filières bois énergie. Slide suivante, merci. Donc sur le volet recherche-innovation, les périmètres d'intervention de l'ADEME couvrent l'intégralité du spectre des différentes maturités technologiques des projets. Donc on va de la recherche en connaissances nouvelles à travers le programme THèse, qui est le premier programme, sur lequel on finance à hauteur de 5 millions d'euros par an une cinquantaine de thèses. Sur la forêt, sur la filière forêt-bois, on a en moyenne 1 à 3 thèses par an, et ça passe par des allocations de recherche, j'y reviendrai juste après. Pour les projets de maturité technologique supérieure, donc TRL 4 à 7, on intervient à travers le programme recherche et développement, donc à travers des appels à projets de recherche. On a par an environ une dizaine d'appels à projets de recherche qui ont une périodicité d'environ 2 ans. Donc, ça passe à travers majoritairement des subventions. Et après, le dernier programme de recherche-innovation, c'est les programmes d'investissement d'avenir. Donc, ce n'est pas de l'argent de l'ADEME, mais c'est de l'argent de l'État qui est opéré par l'ADEME. Je vais y revenir également juste après. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci.
Donc pour le premier programme de recherche-innovation, donc pour faire sa thèse à l'ADEME, donc l'ADEME accompagne à travers du cofinancement des doctorants pour du cofinancement, voilà, sur de la thèse. Donc c'est un appel à projet qui est ouvert, qui va pas tarder à ouvrir, là c'est en début d'année, qui se clôture au mois de mars pour une sélection des candidats en juin. Donc on intervient sur 2 volets, le volet forêt, agriculture, bioéconomie et le volet biomasse, énergie. Alors sans rentrer trop dans les détails, on intervient sur tout ce qui est procédés innovants, de conversion de la biomasse, de l'évaluation des ressources, l'évaluation des impacts en matière de gestion sylvicole, la caractérisation de l'état des forêts. Voilà. Et sur le deuxième volet biomasse énergie, l'ADEME intervient sur l'étude, notamment l'étude du comportement des usagers de chauffage au bois domestique, également sur la consommation du bois et également sur la caractérisation de la précarité énergétique. Donc vous retrouverez plus d'informations sur ce guichet-là, comme pour tous les autres guichets d'ailleurs, sur la plateforme Agir de l'ADEME, dont l'adresse est rappelée en bas de cette slide-là et de toutes les slides. Donc c'est agirpourlatransition.adem.fr. C'est la suivante, merci. Sur le programme, donc ça c'était le premier programme thèse, donc pour les allocations doctorales. Ensuite on a un deuxième programme de recherche-innovation qui s'appelle le programme recherche et développement, qui passe par des appels à projets de recherche. Donc en l'occurrence, on a actuellement un guichet qui est ouvert qui s'appelle l'appel à projet de recherche graines, donc pour gérer, produire et valoriser les biomasses. On accompagne des projets d'un montant inférieur à 250 000 €. On a quand même la volonté d'accompagner les projets qui sont collaboratifs, donc avec en général un ou plusieurs laboratoires et également éventuellement un partenaire industriel. Je vais passer directement à la slide suivante, peut-être juste avant, pardon, je vais préciser juste après, mais sur les axes thématiques de cet appel à projet, donc on accompagne les systèmes et coefficients de production, de transformation et de valorisation des biomasses. On accompagne également l'évaluation de la durabilité et tout ce qui est production et usage de la biomasse. Et enfin, l'accompagnement, voilà, au changement et les instruments de politique publique. Je passe sur les détails de cet appel à projet qui va se clôturer à fin mars 2022. Et pour rentrer un petit peu plus dans les détails, donc on a 4 volets sur cet appel à projet graines. Un premier volet sur la forêt, la production de bois et de biocombustibles. Donc tout ce qui est production de sylvicole innovant. Ensuite, on a un deuxième volet sur la transformation et la valorisation du bois. Un troisième volet sur l'évaluation de la durabilité du développement des filières bois et un dernier volet sur les outils, un accompagnement des outils de politique publique pour l'accompagnement au changement. Donc je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Néanmoins, vous trouverez toutes les informations pareil sur la plateforme Agir de l'ADEME. Voilà, et je passe directement à la slide suivante. Donc c'est la présentation du PIA 4 et en particulier de l'appel à projet industrialisation de produits et systèmes constructifs bois qui a été ouvert cet été et qui va se clôturer en octobre de l'année prochaine. Donc c'est un appel à projet qui a pour objectif de faire émerger des solutions de production de grosses œuvres et de secondes œuvres et également de préfabrication d'éléments constructifs en bois. Donc c'est le PIA, donc c'est comme je disais en introduction, c'est pas de l'argent de l'ADEME, c'est de l'argent de l'État qui est opéré par l'ADEME. Et on accompagne dans ce cadre-là des projets qui ont un budget minimum de 2 millions d'euros et qui visent à une mise en service industrielle à horizon 2023. Slide suivante, s'il vous plaît. La cible qui est visée, la cible qui est visée sur cet appel à projet-là du PIA 4, ce sont des entreprises qui vont être spécialisées dans la transformation du bois vers des produits de structure. Et en matière de typologie, on accompagne tout ce qui est mise en œuvre à l'échelle industrielle de procédés technologiques innovants, tout ce qui va être l'investissement pour la création de nouvelles unités industrielles et également tout ce qui est investissement dans les unités de production existantes. Si vous avez des questions sur cet appel à projet en particulier, je vous ai rappelé l'adresse en bas de la slide, donc c'est aap.bâtiment@adem.fr. Et s'il vous plaît, slide suivante. Je vous remercie. Et donc voilà, pour conclure,
Moi, j'ai une contrainte horaire, donc je vais devoir vous laisser après, mais si vous avez la moindre question, donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre sur la plateforme Agir de l'ADEME, qui a été rappelée. Donc c'est Agir, si je dis pas de bêtises, c'est voilà, agirpourlatransition.adem.fr, et sur cette slide, vous trouvez également mon adresse mail. Voilà, donc si vous avez des questions, prioritairement, rendez-vous sur la plateforme Agir, vous retrouverez l'intégralité des guichets de l'ADEME avec les différentes précisions sur les modalités. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me joindre directement par mail. Je vous remercie. Merci Rémi. Et puis, bien sûr, sur le dernier appel à projet présenté, la dernière date de pré-dépôt, c'est le 15 janvier. Hein. Voilà, c'est ça. Je vais retrouver mes notes, je ne l'ai plus en tête. Alors, donc sur le dernier appel à projet donc, du PIA 4, on a eu une première clôture intermédiaire à la mi-octobre. On aura une deuxième clôture mi-février 2022, une troisième clôture mi-juin 2022 et la clôture définitive sera mi-octobre 2022. Merci Rémi et je vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Donc nous allons maintenant, je crois que cette fois-ci c'est Rising Sud qui va faire sa présentation. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et voilà, je suis donc Nathalie Jardinier, représentante de Rising Sud, chef de projet des opérations d'intérêt régional sur l'industrie du futur. Alors, c'est vrai que Rising Sud, c'est l'agence de développement économique de la région, donc bras armé de la région, et nous opérons un certain nombre de programmes, des programmes d'accompagnement, d'accélération des entreprises, mais aussi de projets structurants du territoire. Et on est aussi là en tant que promoteur de l'attractivité du territoire. En ce qui concerne l'accompagnement des entreprises, voilà, je suis aujourd'hui accompagnée de Thomas Zussa de Industrie Méditerranée pour vous présenter un dispositif qui est toujours en cours et qui peut vous intéresser, qui peut intéresser les entreprises industrielles du secteur, des secteurs d'activité du bois, qui s'appelle Parcours Sud Industrie 4.0. Voilà, slide suivante s'il vous plaît. Donc Parcours Sud Industrie 4.0, c'est un dispositif qui existe depuis novembre 2019 en région Sud, qui a été initié, c'est une impulsion nationale et au niveau national, il y a cette grande orientation, cette grande action qui s'appelle l'accompagnement des 10 000 entreprises vers l'industrie du futur, donc qui a émergé. Et donc ce déploiement de cette initiative nationale au niveau des régions a abouti en région Sud à Parcours Sud Industrie 4.0. Donc on est là vraiment pour accompagner les entreprises vers la transformation, leur transformation vers l'industrie du futur, pour aider les entreprises industrielles à moderniser leur outil de production et véritablement voilà, leur permettre d'accélérer, de leur mettre le pied à l'étrier pour avancer vers ces outils. L'industrie du futur, c'est des outils, c'est 6 leviers de compétitivité que vous voyez présentés là sur cette slide. Hein. Donc Thomas va vous présenter tout à l'heure une illustration d'entreprises qui bénéficient aujourd'hui du dispositif, qui sont représentatives de la filière bois. Et donc, va vous expliquer un petit peu par rapport à ces 6 leviers de compétitivité, comment Parcours Sud peut concrètement vous aider. Voilà. Donc, on a les objets connectés, la mise en œuvre d'objets connectés, la mise en œuvre de nouvelles technologies avancées, également comment assurer plus de connectivité au niveau de l'usine, assurer peut-être du pilotage à distance. Voilà des exemples concrets et représentatifs voilà, de ces leviers de compétitivité. Le dispositif va perdurer jusqu'en décembre 2022 et donc il se décompose en trois grandes étapes. Hein. C'est une première phase de diagnostic, un diagnostic centré industrie du futur. Dont on travaille aussi avec l'entreprise pour véritablement proposer le meilleur des formats possibles de ce diagnostic,
à l'entreprise. Aussi, ce qui est important de vous dire, c'est que c'est un dispositif qui est vraiment sur mesure, un parcours, comme son nom l'indique, qui est vraiment sur mesure. Donc on essaie véritablement d'avoir un dialogue très étroit avec l'entreprise pour lui permettre de bénéficier du meilleur des conseils et de l'accompagnement en fonction de son besoin. Donc on passe par cette phase de diagnostic, l'élaboration d'une feuille de route et derrière la possibilité pour cette entreprise d'avoir des jours d'accompagnement par des experts pour concrétiser, aller plus loin sur cette action prioritaire de modernisation de son outil de production. Autre étape derrière ces 2 premières étapes, c'est la possibilité, l'ouverture à une demande de subvention spécifique régionale Parcoursup Industrie 4.0. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de dossiers, 36 dossiers exactement, qui ont été accordés pour un peu plus de 4,5 millions d'octroyés. Donc pour cette 3e phase, c'est vraiment une phase finale qui reste une possibilité et sur ensuite obtention de cette subvention sur délibération. Voilà, donc autre chose extrêmement intéressante aussi, je pense, en région Sud et qui est un petit peu une spécificité de la région, parce que comme je vous le disais, vous allez retrouver un parcours un peu similaire dans d'autres régions en France, c'est qu'en région Sud, c'est un dispositif complètement cofinancé État-région. Donc l'entreprise n'a pas à cofinancer, elle n'a pas à abonder, donc c'est entièrement financé pour elle. Et la partie subvention est aussi une spécificité de la région Sud. Vous n'allez pas retrouver ce dernier volet dans toutes les régions de France. Donc, je pense, un bel outil, un gros effort de notre région pour les TPE, PME industrielles de la région pour avancer vers l'industrie du futur. Slide suivante, s'il vous plaît. Je voulais repréciser les critères d'éligibilité. Alors, il faut être une entreprise de moins de 500 salariés, avoir un profil TPE, PME ou petite ETI, voilà, pour pouvoir bénéficier du dispositif. Il faut fabriquer, avoir une activité de fabrication ou aussi avoir un objectif, par exemple, de montée en puissance, de passage de petite série à plus grande série. Donc, vous pouvez cliquer... Guillaume, voilà, vous avez sur cette slide qui est un petit peu chargée, mais bon, vous pouvez je pense la regarder ensuite à tête reposée, mais voilà, vraiment tous les critères d'éligibilité pour bénéficier de Parcoursup Industrie. Alors, il faut savoir que le programme est sous de minimis, donc on va vous demander aussi si vous avez toujours de la disponibilité sur votre de minimis. Et voilà, l'activité de fabrication est importante, ou avoir un atelier de conditionnement, d'assemblage. Voilà, ce sont des activités industrielles pour lesquelles on peut vous aider au travers de ce dispositif. Vous avez aussi les critères d'éligibilité au soutien à l'investissement, donc à ce volet 3. Donc Guillaume, vous pouvez continuer à cliquer parce que nous avons encore... Voilà, merci beaucoup. Et donc vous avez possibilité d'obtenir une subvention donc à hauteur de 150 000 €, voire 200 000 € si vous êtes sur un projet fort en termes de transition écologique énergétique. Et vous avez aussi un pourcentage, on va dire, un taux d'aide, qui est fonction du profil de l'entreprise et de sa localisation, c'est-à-dire est-ce qu'elle se trouve en territoire d'industrie ou pas. Donc ça va de 30% à 70% de prise en charge de votre assiette de dépenses. Voilà pour ces petites précisions. Alors sur la slide suivante, vous avez un petit topo. Où est-ce qu'on en est du parcours aujourd'hui? Et donc on est à un peu près 300 inscriptions. Donc on a un objectif de 500, c'est-à-dire on est en capacité d'ici décembre 2022 de proposer à 500 entreprises d'être accompagnées. Et donc vous voyez que c'est un challenge assez élevé, mais on n'est pas loin d'y arriver, et en particulier d'y arriver grâce à on va dire un groupement d'opérateurs qui est mené par Industrie Méditerranée et Thomas qui va se présenter tout à l'heure, qui est vraiment là au cœur du dispositif aussi pour gérer les diagnostics, opérer les accompagnements avec un certain nombre de co-traitants et un panel d'experts, consultants, sous-traitants qui est aussi assez large aujourd'hui. Alors pourquoi c'est large? Parce que vous voyez, on a 500 entreprises à adresser, on a tous les secteurs industriels à adresser sur l'ensemble du territoire de la région
Sud. Donc on a vraiment besoin de moyens, on a vraiment mis les moyens humains à disposition, d'où ce groupement d'opérateurs aussi qui est donc dirigé par Industrie Méditerranée et Thomas. Donc Thomas, je te laisse la parole pour présenter un petit peu Industrie Méditerranée, l'UMM et quelques exemples aussi de projets en lien avec l'activité bois, hein, la filière bois que nous avons déjà entamée avec certaines entreprises. Voilà, j'ai oublié de vous dire que l'accompagnement est à un minimum de 5 jours d'experts, mais peut-être que Thomas aussi tu compléteras. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Thomas Dussat, donc aujourd'hui je représente Industrie Méditerranée qui est l'union de toutes les fédérations industrielles présentes dans la région. Et donc effectivement nous sommes porteurs de ce programme-là, de ce dispositif, mais donc nous sommes en groupement avec d'autres acteurs en capacité d'accompagner sur tous les domaines. Donc je vais vous parler de deux exemples pour rentrer un petit peu dans le concret. Donc comme ça a déjà été dit, le parcours Sud c'est un diagnostic, un accompagnement et potentiellement une subvention à l'arrivée, le but étant de sécuriser un projet de transformation pour plus de compétitivité. Donc c'est du sur-mesure, ça veut dire que ça démarre avec un intervenant spécialiste de la performance industrielle qui vient et qui commence par une posture d'écoute envers le dirigeant, l'équipe dirigeante, parce que c'est souvent l'entreprise qui est la mieux placée pour déterminer quels sont comment s'exprime la compétitivité chez elle. Souvent, on arrive avec une expression de besoin qui est « j'ai besoin de plus de productivité », ma compétitivité s'exprimant en prix, en efficience. Des fois, c'est un petit peu plus complexe que ça. Des fois, c'est une capacité à tenir des délais. Des fois, c'est une capacité d'innovation sur les produits. Donc là, on a deux exemples de PME, voire TPE. On a une menuiserie qui est dans le secteur de la construction dans les Hautes-Alpes et qui exprime sa compétitivité en début de parcours par le besoin d'adresser de nouveaux marchés, le besoin de pouvoir faire des produits un petit peu plus complexes et qui mise un petit peu sur le numérique pour cela, qui cherche également à améliorer les conditions de travail pour ses personnels. Donc la commande est celle-ci. Le diagnostic doit regarder ce que dans l'industrie du futur, quelles sont les solutions, quels sont les leviers qu'on peut adresser pour aller chercher cette compétitivité-là. En l'occurrence, sur cette menuiserie des Hautes-Alpes, le projet qui a été retenu pour l'accompagnement, c'est un projet global de modernisation de l'atelier avec l'acquisition d'une machine à commande numérique 5 axes qui permet de gagner en productivité sur certains produits complexes, qui permet de diviser le temps par 4. Mais le projet a été pris dans son ensemble et l'accompagnement s'est porté sur l'optimisation de tous les process autour de cette commande numérique pour permettre d'optimiser les temps de cycle, d'éviter les processus redondants, etc., améliorer, optimiser toute l'organisation et les flux autour de cette machine. En l'occurrence, cette entreprise a aussi bénéficié d'une subvention et donc a été accompagnée également financièrement sur l'investissement de cet équipement. Nous avons une autre petite entreprise dans le Var qui est en fait un groupement de plusieurs compétences. Ça va du bureau d'études d'architecture jusqu'à la menuiserie et ébénisterie, la réalisation. Eux sont positionnés sur un secteur du très haut de gamme, voire du luxe pour concevoir du mobilier, équiper complètement des boutiques et des particuliers. Et alors que le besoin initial est également exprimé en termes de modernisation de machines, de modernisation d'équipements, le projet qui a été identifié au cours du diagnostic est plutôt un projet de continuité numérique. Voilà. Donc cette entreprise est encore en cours d'accompagnement dans le parcours, elle vient juste de terminer le diagnostic et donc elle est sur le point de commencer son accompagnement technique à la mise en œuvre de ce projet-là, où des experts qui ont été sélectionnés spécifiquement pour ce besoin identifié en diagnostic, va les accompagner dans l'identification d'une plateforme collaborative qui va permettre de partager des informations tout au long du chantier entre le BE et l'atelier et les clients et les fournisseurs. Donc ça, c'est un autre exemple. Voilà, ce qu'il faut remarquer, c'est que on ne sait pas à l'avance ce qui va sortir du diagnostic. Et donc, on construit une expertise, une mission d'expertise sur mesure une fois le diagnostic terminé. Et donc, voilà, ça peut être, on peut avoir recours à un expert qui est dans notre référentiel actuel, mais on peut aller chercher également ailleurs si, typiquement dans une filière donnée, il faut aller chercher des expertises métiers spécifiques à la filière bois, par exemple.
Voilà. Je vous remercie et je me permets de préciser que Rising Sud est présent toute la journée auprès des, où vous avez les stands. Merci. Donc nous allons donner la parole à la CCI Aix-Marseille. Je vous remercie. Merci Guillaume. Bonjour à tous, Guillaume Lagorce. Je suis responsable d'une activité au sein de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence qui s'appelle CCI Conseil et Finances. On peut passer au slide suivant, merci. Et qui a vocation à accompagner les entreprises de la région dans leur recherche de financement, donc également tout ce qui concerne le financement de l'innovation, et dans d'autres opérations de type recherche d'investisseurs ou des opérations de type transmission d'entreprise ou reprise d'entreprise. Cette activité a été créée en 2019 par la CCI et accompagne les startups et les PME du territoire et de la région. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Donc comment on accompagne les entreprises donc sur le financement de l'innovation, que ce soit sur les financements publics, sur des prêts participatifs ou sur des recherches de subventions. Également de l'accompagnement à la levée de fonds, donc auprès de réseaux de business angels ou auprès de fonds d'investissement, ou encore sur la cession ou la reprise d'entreprise. Donc effectivement, sur le secteur, par exemple, là on accompagne actuellement un acteur de la reforestation sur une opération de levée de fonds. Donc voilà, nous, la Chambre de commerce, on est très sensible à ce type d'accompagnement et pouvoir faire en sorte que les entreprises du territoire et de la région puissent innover, se développer et être moteurs sur le secteur de la filière forêt-bois. Mes coordonnées, n'hésitez pas à échanger avec moi après cette table ronde, si vous le souhaitez. Merci. Merci Guillaume. Nous allons passer donc au prochain intervenant. Sur la diapo suivante. Donc, super. Bonjour. Midi 20, ça doit être difficile. je vais aller à l'essentiel, j'ai 5 minutes. J'ai le challenge de vous présenter un petit peu BPI France en 5 minutes, donc je vais vraiment aller à l'essentiel. Le principal étant de discuter, de nous appeler, voilà, on discute ensemble. Nous, alors BPI France, voilà, c'est Banque publique d'investissement, en gros c'est l'État. Toutes les banques sont actionnaires, on travaille avec toutes les banques, on les complète, on les concurrence pas, on est au milieu de tout ça, donc c'est intéressant de nous avoir aux côtés de vos banquiers. Chez nous, il n'y a pas de carte bleue, pas de compte en banque, on finance des projets. Public, pourquoi? On n'est pas fonctionnaire, on a un fonctionnement assez privé, mais d'utilité publique. Nous, on va financer tout ce qui est business, tout ce qui est l'emploi, la croissance, tout ce qui est vert, tout ce qui est digitalisation, internationalisation, etc. On a vraiment une utilité publique, donc il y a des projets qu'on ne fera pas. Et les banquiers le feront très bien, mais nous, on ne le fera pas. Voilà, donc slide suivante. On a en fait tous nos métiers. Le principal à retenir, c'est que tous nos métiers sont présents en région. Ce qui veut dire que quand vous avez un pied chez BPI France, vous avez un pied là-dedans. Il y a 7 métiers en gros, ça va beaucoup plus en profondeur. Moi, personnellement, je représente le financement. Christophe, à côté de moi, représente l'innovation. Mais à titre personnel, par exemple, je suis passé par l'export et la garantie. Donc on est quand même capable de vous parler de pratiquement tous les métiers de BPI France. Et on n'a pas des œillères, on travaille tous ensemble dans le même couloir. Donc si demain vous avez un sujet très spécifique, on saura absolument vous diriger vers la bonne personne parce qu'on saura exactement ce qu'il fait. Voilà. Alors sur la suite, slide suivante, ouais, super. Donc le plan de relance, c'était simplement parce qu'on s'est fait pas mal connaître avec le plan de relance. On a été un peu sur le devant de la scène, on a géré pas mal de choses. On parle de bois aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on avait un plan tourisme, un plan French Touch,
French Fab, etc., le territoire industrie, les PGE, les pré-rebonds, enfin vous avez certainement entendu parler de tout ça et ça continue. Et il y a un continuum bois, c'est-à-dire qu'il y a le plan bois, il existait déjà avant et on continue. Voilà, sur la suite, slide suivante. Comme ça, voilà. En gros, l'offre dédiée à la filière bois. Ce qu'il faut retenir, je vous passe, il y a beaucoup de phrases là-dessus sur ces slides, mais il faut retenir une seule chose, c'est que BPI France a une colonne vertébrale, a un ADN, on va dire une ligne rouge, et qui est déclinée, enfin un copier-coller sur le bois, le tourisme, etc. Mais de manière générale, c'est un petit peu toujours la même chose, mais qu'on adapte en fonction du contexte, des besoins, et ce qui peut vous permettre à vous de grandir et de croître. Par exemple, l'accélérateur, c'est un de nos métiers accompagnement. Accélérateur, c'est quoi ? On met en commun des entrepreneurs. Alors là, on parle de bois, mais ça peut être sur une filière nationale, sur tout un tas de choses. Et vous allez profiter de solutions qu'ont pu trouver vos collègues, par exemple dans le Nord, et qui ont des usines de confiture, par exemple. Vous n'avez peut-être pas pensé à certaines choses au niveau RH, ou au niveau commerce, au niveau marketing, etc. Donc ça, on parle autre chose que de subventions, que de sous. On parle vraiment de la croissance, de comment vous moderniser, comment trouver des solutions concrètes. Et donc l'accélérateur, c'est un programme de 18 mois dans les grandes écoles. C'est quelqu'un qui vient aussi chez vous faire un audit avec des rapports, etc. Et donc cet accélérateur-là a été décliné, copié-collé pour le bois. Donc un accélérateur bois qui démarre la deuxième promo démarre fin janvier. Et d'ailleurs, il reste même des places. Donc c'est tout à fait intéressant. Une société, il faut qu'elle soit plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 10 employés. Ça, c'est juste l'aparté. Mais en fait, c'est pareil. Pour les fonds propres, on investit en fonds propres dans les sociétés. Donc on a des fonds bois tout ça, c'est géré à Paris, ces fonds bois. Mais c'est pour dire que c'est la même chose pour tout le métier. Financement, moi, ce que je représente, c'est le financement. On a le financement bois, donc le prêt bois. Donc si on passe sur les slides suivantes, vous allez voir le prêt bois et la slide encore d'après, le prêt vert. Mais de manière générale, c'est pareil. Nous, chez BPI France, là où on peut vous accompagner, c'est en financement classique, immobilier, crédit bail. Les banquiers le font très bien, mais on va les compléter. Mais, et c'est là où on est, on va dire, le plus sexy, sur nos prêts sans garantie, un prêt qui est totalement désaffecté, avec 2 ans de différé, pour vous permettre de respirer un petit peu et de croître pendant ce temps-là. Donc pas de facture et pas de garantie ni sur le dirigeant, pas de caution, ni sur la société, pas de nantissement, pas de gage, etc. Rien du tout. Donc c'est un prêt sans garantie, vous pouvez recruter, vous pouvez acheter des machines, vous pouvez faire du marketing, de la publicité, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Le tout, c'est d'avoir un projet de croissance, d'avoir un projet en lien avec l'emploi et de grandir. Sachant que nous, on a 3 piliers, donc c'est digitalisation, modernisation, tout ce qui est vert. Ça, c'est pour ça que nous, on a affiché le coq vert là-bas, dans la salle, mais c'est vraiment le plus important. Et l'internationalisation aussi. C'est peut-être pas le sujet, mais en tout cas, pour nous, BPI France, ce sont ces 3 piliers-là. Donc n'hésitez surtout pas, on fait beaucoup de choses, mais là, c'était vraiment pour vous résumer ce qu'on fait. N'hésitez pas, on est ici, appelez-nous même à l'accueil, on est à Marseille, à côté du stade Vélodrome, donc n'hésitez surtout pas, on saura discuter avec vous. Voilà. Merci. Merci Mickaël. Et d'ailleurs, pareil, comme Rising Sud, vous êtes présent toute la journée, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Autour de For Invest d'intervenir. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc moi j'ai la charge aujourd'hui de vous présenter For Invest. On peut passer à la slide suivante s'il vous plaît. For Invest, qu'est-ce qu'on est ? On est un réseau d'investisseurs qui a été créé en 2010 à l'initiative de France Silva, la Fédération des forestiers privés, avec l'objectif général de contribuer au développement de la filière. Cette création, elle fait suite à un double constat. Le premier, c'est que aujourd'hui, on a un stock de bois sur pied en France qui est très important. Et parallèlement, on a un déficit commercial extérieur qui est aussi très important. À l'époque, il était de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, il est de 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, il est de 7 milliards d'euros. Et donc, on manque d'entreprises sur les territoires qui vont transformer le bois, qui vont capter la valeur ajoutée et qui vont permettre de la conserver sur le territoire. Le deuxième constat, c'est qu'on avait à disponibilité beaucoup de propriétaires forestiers qui voulaient s'engager dans le développement de la filière, qui avaient des capacités d'investissement et qui avaient des compétences et des expériences pour accompagner les dirigeants. Et donc concrètement, on a créé le réseau For Invest en 2010. For Invest, c'est un réseau d'investisseurs en capital qui est spécialisé dans la filière forêt-bois. On ne fait que ça.
C'est un réseau qui est composé à 99% de propriétaires forestiers privés, donc qui possèdent des forêts et qui ont un intérêt direct dans le développement de la filière, et qui est composé d'un comité de sélection qui regroupe une trentaine de membres qui possèdent des expertises diverses et variées, et surtout des expertises de la filière bois, ce qui nous permet d'étudier les dossiers et de les proposer à l'investissement à nos adhérents. Concrètement, depuis 2010, on a financé une trentaine d'entreprises pour près de 8,5 millions d'euros. Et donc, ce sont des entreprises qui sont présentes sur toute la chaîne de valeur de la filière, que ce soit l'exploitation forestière, la première transformation, les scieries, la deuxième transformation, le bois énergie, la chimie du bois, la construction. À partir du moment où un projet a vocation à consommer du bois ou à contribuer au développement de la filière, ça nous intéresse. Et je précise, à consommer du bois français. Slide précédente, s'il vous plaît. Merci. Concrètement, aujourd'hui, nous avons 3 véhicules d'investissement. Le premier, c'est ForInvest Business Angels. Donc, c'est un réseau de forestiers, des investisseurs particuliers qui a été créé en 2010. Nous avons créé en 2018 ForInvest Capital 1, qui est une société d'investissement qui regroupe des actionnaires qui investissent au même titre et de la même façon, plus ou moins, avec quelques modalités différentes, que le réseau ForInvest Business Angels. Et nous avons créé plus récemment le Fonds développement filière bois en partenariat avec le Crédit Agricole, qui est géré par le Crédit Agricole, par IDIA, la société de gestion du Crédit Agricole, et qui est doté de plusieurs dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes en capacité d'accompagner les entreprises et de les financer pour des montants qui vont de 1 euro jusqu'à 5 millions d'euros et pour couvrir tout type de besoins. Slide suivante, s'il vous plaît. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants, les accompagner que ce soit sur de l'investissement en capital, sur du financement, donc sur des montants qui vont de 1 à 5 millions d'euros. Les accompagner aussi parce qu'on est un réseau, on a beaucoup d'adhérents qui sont présents sur tout le territoire. On est un réseau national, on n'intervient pas que en PACA. Et ces réseaux, ils peuvent permettre la mise en relation avec des entreprises, avec des propriétaires forestiers, des exploitants ou autres, et ils peuvent apporter une expertise parce qu'on a pas mal d'adhérents qui ont dirigé des entreprises dans la filière bois ou qui ont dirigé des grands groupes, parfois internationaux, dans d'autres secteurs de la filière bois, mais qui ont des compétences intéressantes pour accompagner le développement des entreprises. On accompagne aussi les dirigeants en leur prodiguant des conseils stratégiques et financiers grâce à ce réseau pour leur permettre de se développer. Et on accompagne également les dirigeants qui souhaitent céder leur entreprise pour faire en sorte de favoriser la cession avec un objectif qui est vraiment de contribuer à la pérennité de ces entreprises pour faire en sorte qu'elles continuent à consommer du bois français et qu'elles continuent d'exister et de permettre le développement économique local. C'est à peu près tout pour moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là cet après-midi. Et j'en profite pour remercier Fibois pour l'invitation. Merci d'être venu de Paris. Et puis, quand tu veux, Nicolas, pour revenir dans la région PACA. Donc, le prochain à intervenir, c'est Réseau Entreprendre. Bonjour, donc Serge de Santi, je suis membre du conseil d'administration de Réseau Entreprendre. Alors, le Réseau Entreprendre, c'est un réseau de chefs d'entreprise pour les chefs d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Réseau Entreprendre? On va aider des créateurs d'entreprises ou des personnes qui ont un projet de reprise d'entreprise pour réaliser leur projet. Alors, notre accompagnement se fait sous 3 axes. Le premier axe, c'est un axe financier. Ce qu'on appelle le candidat au début va passer devant une commission pour essayer d'obtenir un soutien financier de la part du réseau qui peut aller jusqu'à 50 000 € dans le cas d'une création d'entreprise et jusqu'à 90 000 € dans le cas d'une transmission, d'une reprise en transmission. Cette aide, c'est un effet de levier pour le repreneur ou le créateur auprès notamment de la BPI, puisque nous avons des accords avec la BPI, et le montant alloué par le réseau Entreprendre peut être doublé par un prêt BPI. Sachant que toujours pour le créateur ou le repreneur, cela constitue une dette personnelle, ce qui fait qu'au niveau de la société, c'est considéré comme un apport personnel, ce qui lui fait également un effet de levier par rapport aux banques. Donc l'effet est assez intéressant. L'aide est une aide à taux zéro.
au niveau de l'emprunt accordé par le réseau. Le deuxième axe que l'on offre aux lauréats, aux candidats, c'est un mentorat. Pendant 2 ans, le créateur ou le repreneur sera accompagné par un chef d'entreprise qui va l'aider à lancer son projet. Donc le mentorat est un minimum de 2 ans. Et le troisième axe, ce sont des formations réalisées soit par des spécialistes, soit par des chefs d'entreprise, des formations en collectif sur divers sujets, finance, commerce, RH, etc., etc. Voilà ce qu'on offre au niveau du réseau Entreprendre. Donc il ne faut pas hésiter, si vous avez envie de vous lancer dans un projet de création ou de reprise, à venir nous voir. Mes coordonnées sont sur le slide. Merci. Donc bien, on va clôturer ce tour de table par Fibois Sud. Donc Fibois Sud, nous avons créé un guichet unique pour vous donner plus de visibilité quand vous avez des questions, quand vous avez des projets. Nous sommes connectés au quotidien avec les partenaires ici présents, d'autres partenaires aussi plus techniques, moins financiers. Donc on anime ce guichet unique avec ma collègue Ayed Sidoum, qui est chargée de mission à Montforestier. Donc vous avez le numéro unique qui est inscrit également. Sur la diapo suivante, donc, nous effectuons aussi un accompagnement sur mesure de l'idée jusqu'au financement. Notre objectif, c'est que vous soyez le mieux accompagné possible, que vous ayez le projet le plus robuste possible. On se combine très bien avec le dispositif Industrie du futur. On est en relation permanente avec les acteurs ici présents. Pour que vous ayez le business plan le mieux cadré et le mieux fini. Nous intervenons sur tous les secteurs d'activité dans la filière bois, de l'arbre jusqu'au négociant, et avec une petite parenthèse également sur le volet bois énergie, qui est animé également par l'Union régionale des communes forestières. Donc on travaille également main dans la main avec l'Union régionale des COFOR. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors effectivement, on n'allait pas arrêter ce tour de table sans vous parler des aides du Conseil régional. Nous sommes également quotidiennement liés avec Nicolas Houdard, notre référent pour la filière forêt-bois. Donc la région aide la Montforestier à hauteur de 30% via la mesure 8.6 qui va s'ouvrir très prochainement, parce que c'est bien souvent en début d'année, en début de chaque année qu'a lieu cet appel à projet. Après, il y a si après vous voulez en savoir plus sur les critères d'éligibilité, les matériels éligibles, etc., n'hésitez pas donc à nous appeler et on vous renseignera. Et ensuite, pour l'autre partie de la filière, la première et la deuxième transformation, eh bien, vous pouvez avoir 20% sur du matériel spécifique forêt-bois. Bien sûr, tout ce qui est matériel plutôt classique, c'est exclu, mais vous avez donc une aide et on sollicite régulièrement la région pour équiper nos scieurs, nos constructeurs et aussi nos exploitants forestiers, parce que c'est une aide aussi qui peut concerner l'amont forestier. Et ensuite, donc cette aide de 20%, elle peut être bonifiée par le massif alpin, donc de 30% supplémentaires, avec la contrepartie de s'engager dans une démarche de certification avec Bois des Alpes. Vous avez d'ailleurs l'association Bois des Alpes qui est présente sur le forum. Et puis vous n'hésitez pas à interroger Damien sur le stand qui vous donnera tous les détails techniques pour vous certifier Bois des Alpes. Alors le massif alpin peut intervenir seul aussi à hauteur de 50% du montant des investissements. Selon les projets, on peut aussi financer du matériel d'occasion, mais c'est vraiment sur des conditions c'est très strict. Et puis si vous ne souhaitez pas vous certifier Bois des Alpes ou si ça ne correspond pas à votre modèle, ils peuvent aussi vous aider à hauteur de 20%, mais ce sera un maximum. Donc vous avez justement à droite le périmètre, mais toute la région PACA est en général concernée par la certification. Et je pense que c'est tout. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition sur ce... Et on a respecté le timing d'ailleurs. On est à moins d'1 heure. Donc il nous reste 10 minutes pour les questions. Bravo à tous. Bravo Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques pour nos intervenants?
Encore une fois, c'est tout à fait clair. Oui, Jérôme. Bonjour, Jérôme Bonnet, des communes forestières. On a parlé des dispositifs, on a peu parlé des outils, c'était pas le sujet. Moi, on se rend compte là sur le développement des entreprises, sur des financements à l'investissement. J'ai surtout compris qu'en filigrane de vos interventions, c'était ça, c'est des financements liés aux investissements. On sait qu'on a un problème majeur qui n'est pas spécifique au secteur forêt-bois, mais qui prend tout son sens dans notre secteur, c'est la question du stock. Alors le stock, c'est de la trésorerie pour les entreprises, c'est pas très clinquant à financer, c'est pas très joli, ça se voit pas, c'est pas très sexy, et pourtant c'est essentiel. Alors il y a des travaux de FIBOIS et je pense que avec des regroupements d'entreprises pour justement se structurer, pour trouver des solutions à ces soucis-là, on sait que le développement de la filière, il ne se fera pas sans des outils de financement de stock. Nous, on y est particulièrement sensible sur le bois énergie, où on a des décalages assez forts, puisqu'en fait, la qualité du produit bois énergie réside dans sa capacité à stocker le produit pour maîtriser son taux d'humidité. Donc, c'est le gros point faible de notre filière, et c'est ce que l'on ne sait pas financer aujourd'hui. Il n'y a pas d'outils dédiés, donc on passe dans les lignes de trésorerie classiques des banques, avec des difficultés et parfois des délais de montage de dossiers où pour peu que l'entreprise ait connu une année précédente un peu moins bonne que les autres, qui sont extrêmement longs. Il y a eu quelques prêts garantis par l'État qui ont été développés là dans la phase Covid. C'est clairement ce type de dispositif dont il peut y avoir besoin. Je l'ajoute pour la question du bois énergie liée aux conditions climatiques. On l'a connu il y a quelques années, on l'a vu là, en 2020 là, avec le Covid. Un hiver doux, et c'est des entreprises qui se retrouvent en grande difficulté parce qu'en fait elles ont du stock qu'elles n'écoulent pas. Le bois n'a pas d'outils comme les agriculteurs sur des dispositifs de calamité agricole. Donc j'ai tendance à dire qu'il faut aussi qu'on ait ce souci-là de trouver des réponses pour les entreprises sur du financement de fonctionnement, si je puis dire, hors investissement, quoi, et de maintien en bonne santé financière d'entreprises qui, pour le bois énergie, ça représente des stocks, des immobilisations financières qui sont conséquentes. Voilà ce que je voulais, l'appel que je voulais lancer. Merci Jérôme. Alors c'est vrai que tu l'évoquais, hein, nous on y travaille au niveau technique, effectivement, avec des entreprises. On est plutôt là sur la partie effectivement technique. On n'a pas encore regardé de près la partie financement. Après, je ne sais pas si un de nos intervenants a éventuellement une réponse à apporter à ce sujet-là. Je vais me permettre de commencer une réponse et puis après je laisserai les partenaires répondre. Et effectivement, la question de la trésorerie, c'est une question très, très importante et je vous remercie Jérôme de l'avoir précisé et de l'apporter ici. C'est vrai que c'est la partie la moins préférée des banques. Et quand une entreprise nous sollicite parce qu'elle a un souci de trésorerie ou une difficulté, eh bien, il faut argumenter malgré tout un projet de rebond, des guérisons pour dire que ce problème de trésorerie ne revienne pas systématiquement aussi. Parce que c'est vrai que les banques, quand elles financent la banque finance malgré tout des besoins de trésorerie, mais elles ne veulent pas le financer une deuxième fois. Donc ça nécessite malgré tout un accompagnement de l'entreprise, de refaire ce travail de plan d'affaires. Alors bien sûr, après, ça dépend la complexité du projet, hein, et puis des fois, il ne suffit pas de faire des dossiers de 50 pages pour formater. Mais c'est important d'apporter un projet de rebond pour financer ce travail de trésorerie. Et il y a des mixités possibles dans le financement de trésorerie via les business angels. Donc, bien sûr, elles vont dire on peut financer de la trésorerie, mais derrière, il faut un projet, il faut quelque chose pour dire qu'est-ce qui fait que l'année prochaine, ça ira mieux. Et également BPI, je laisserai Michael, mais vous pouvez reprendre jusque 6 mois en arrière, hein, mais en un point. Oui, en fait, nous, clairement, pour être honnête, sans mentionner la société, mais très récemment, j'ai été, moi, sollicité pour financer l'achat de tonnes de bois auprès de l'ONF par une société pour qu'elle puisse avoir un stock.
Nous, on finance ça très facilement. Pourquoi? Parce que c'est nos prêts sans garantie, désaffectés, pas de facture, rien du tout. Et c'est ça qui vient en complément des banques, parce que les banques n'aiment pas ça, et c'est normal. C'est pas leur rôle, et nous, on va venir les compléter là-dessus. La banque va financer peut-être de la trésor à un moment donné, certaines choses, mais il faut quand même que ce soit palpable de manière générale. Mais nous, en fait, on finance le BFR, ce qu'elle n'aime pas faire forcément. Donc on va financer à ses côtés. Si la banque a financé dans les 6 derniers mois, parce qu'on ne doit pas être seul, nous, à l'endettement d'une société, on n'a pas le droit, on n'a pas été créé pour ça. Donc il faut quand même que vous ayez un banquier, et c'est absolument primordial. Mais si vous avez eu une dette dans les 6 mois ou même les 12 derniers mois, nous, on peut s'y adosser. On dit souvent BPI France, quand il y a la banque qui prête 1, nous, on prête 1. Oui, c'est vrai, en théorie, après, il y a la pratique. Il y a le projet. Donc oui, nous, on peut mettre du financement, de stock, de recrutement, de peu importe, quelque chose de désaffecté, vous en faites ce que vous voulez derrière. Mais effectivement, comme disait Guillaume, il faut quand même un projet derrière de développement. Et ça, de toute manière, c'est la société, l'entrepreneur, lui, il a envie de se développer. J'imagine que c'est pas le sujet, mais en tout cas, nous, on a ces solutions-là de prêts sans garantie. Et encore une fois, je résume, la durée d'usage, c'est 7 ans, dont 2 ans de différé. On peut raccourcir, mais ça, c'est vraiment la durée d'usage. Ce qui vous permet à vous de vous constituer aujourd'hui, ben là, on parle de stock, donc un stock, mais de voir venir un petit peu l'avenir, d'avoir ces 2 ans de différé, le temps d'amortir les autres dettes ou d'amortir autre chose. Voilà, mais ça peut être totalement immatériel, peu importe. On n'est pas que dans l'investissement pur, en tout cas, pour ma partie. Merci pour ces éléments de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?